Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pour votre nouveau rendez-vous sur France 3 Corse via Stella pendant le 20h. Et pour commencer, j'ai prévu d'évoquer avec vous un article publié sur le site Mosaïque et écrit par la journaliste Yann Birel. La journaliste justement a décidé de combattre la mafia par la plume. À Naples, ces dernières années, les médecins italiens ont constaté une importante augmentation des cas de cancer. Ils ont fini par faire le lien avec les déchets toxiques enfouis dans les sols de la Campanie par les syndicats du crime organisé. Une enquête judiciaire est en cours depuis plusieurs mois, mais évidemment, personne ne s'attend à ce qu'elle débouche sur des inculpations. C'est aussi cela, l'omerta. Boire, Naples et mourir, ce n'est pas du Coppola, c'est du journalisme engagé. C'est à lire sur le site Mosaïque. Le sommaire de Pendant le 20h. Elle est l'une des grandes plumes du journal Le Monde. Ariane Chemin est l'invitée de 20h. Les nationalistes sont à la tête de l'Assemblée de Corse. L'indépendance de la Corse est-elle inévitable? C'est notre débat du soir avec notre historien Paul Tourki-Dorian et notre philosophe Daniel Arnaud. Mais Ariane Chemin va commencer avec moi. C'est la marraine de Pendant le 20h. Bonsoir, chère Ariane. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Et merci. Et bienvenue. Je l'ai dit, vous êtes la marraine, vous êtes la première invitée. Je suis très honorée, très honorée. Une émission quotidienne où on va essayer de regarder l'actualité en faisant un pas de côté. Mais avec vous, ce soir, on va s'intéresser à votre dernier ouvrage, Mariage en douce, Gary et Seeberg aux éditions Équateur. L'auteur, le magnifique auteur prix Goncourt de La promesse de l'aube et de La vie devant soi, la formidable actrice, formidable d'à bout de souffle. Vous revenez sur une date, le 16 octobre 1963. Que se passe-t-il à Sarola Carcopino, Ariane Chemin? Eh bien, ce double prix Goncourt et cette actrice de la nouvelle vague, l'une américaine, l'un d'origine juive et russe, choisissent de se marier à Sarola, on ne sait pas pourquoi. Il y avait une sorte de rumeur qui courait dans cette vallée de la Gravonne qui disait, ce sont là que, on chuchotait ça dans les maisons, ce sont là que Jane Seeberg et Romain Gary se sont mariés, sans qu'on en sache vraiment plus. Et ça m'a intriguée parce que je pense que dans une vie, un mariage, ce n'est pas rien. Et je me suis plongée dans leur biographie, j'ai vu que c'était comme une sorte de trou noir, un coin obscur, et j'ai voulu me plonger dans cette journée particulière qui, au fond, résume leur histoire d'amour qui n'est pas banale. Un coin obscur, vous avez bien éclairé, très honnêtement, ce coin obscur. Ce qui est assez incroyable quand on découvre votre ouvrage, quand on lit votre ouvrage et quand on découvre évidemment cette histoire, c'est que même le général de Gaulle était informé. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai retrouvé le dernier témoin du mariage, l'organisateur du mariage, qui a 94 ans, un monsieur délicieux qui habite près de Porto Vecchio. Je l'ai retrouvé dans un dancing à Riba, où il a l'habitude d'aller danser le tango le dimanche soir. Et il n'avait jamais raconté cette histoire. Il n'avait pas raconté cette histoire à ses enfants. Il n'avait pas raconté parce qu'on lui avait demandé le secret. Il était l'organisateur du mariage. Il était agent secret à l'époque. Et c'est justement, c'est le chef des services secrets de l'époque, en 1963, qui lui demande, parce qu'il est l'un des hommes de mission, est-ce que tu peux nous organiser un mariage? Est-ce que tu trouverais un maire qui accepte de ne pas publier les bans, qui éventuellement accepte d'inscrire sur le registre d'état civil que Romain Gary habite Sarola? Et il est parti en mission et il a accepté de me raconter cette histoire et qui est au fond merveilleuse et extrêmement romanesque comme toute la vie de Romain Gary. Et pourquoi ont-ils fait le choix de venir parce qu'au fond c'est ça la clé. Pourquoi ont-ils fait le choix de venir à Sarola Carcopino? Eh bien, ils se sont dit, les Corses sauront te lire leur langue. Et ils ont eu raison, parce qu'à vrai dire, si je n'avais pas été traînée dans ce dancing, il a 94 ans, il en fait 20 de moins, à vrai dire, mais ce monsieur qui est résistant, qui a cette modestie des résistants que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne raconte jamais ses faits d'armes et de gloire, et cette histoire, il voulait la garder pour lui. Et puis il a réfléchi, il a dit, écoutez, tout le monde est mort maintenant, je vais vous la raconter, et on avait choisi cette personne à la fois parce que il était agent secret, et puis parce qu'il était corse, donc il savait ce que ça voulait dire que Aqua in Boca. En creux, il y a aussi, alors il y a cette histoire évidemment, mais en creux, il y a aussi le portrait, le double portrait, celui de Romain Gary et de Jane Seeberg. Alors c'est un amour passionnel, constant, avec des ruptures, des retours, la vie comme un roman presque pour tous les deux. Hein. Oui, alors c'était le prétexte de ce mariage, c'était de raconter cet amour pas banal, effectivement, parce qu'ils n'ont rien à voir. Ils ont 25 ans de différence. Elle est américaine, protestante, un peu prude. Lui, c'est un aventurier
rentré, qu'il a peur de rien et qu'il n'a pas tellement envie de se marier, à vrai dire. Et tout est incroyable dans cette journée. À la fois le choix, par hasard un peu, de ce maire, Noël Sarola. J'explique. Le maire emblématique de Saint-Roland. Le maire emblématique de Sarola, qui connaît ni Jane Seberg ni Romain Gary. Non, Je pense qu'il n'a jamais vu un film de la Nouvelle Vague, il n'a jamais lu Romain Gary. Mais voilà, on lui demande, il le fait. Et puis, c'était un moyen d'emmêler la Corse à cette histoire, au fond, qui aurait dû être américaine ou parisienne. C'est-à-dire qu'on aurait pu les imaginer se marier à Los Angeles ou Boulevard Saint-Germain. Ils ont choisi la Corse comme un espèce de lieu, comme si, au fond, personne ne voulait les accueillir pour ce mariage. C'est ça que j'ai trouvé assez beau, au fond. Ce sont des personnes sans patrie. Et la Corse les a accueillis. Et puis, vous évoquez les tumultes de leur vie. Ça c'est fort également. Il y a des passages, on connaît cette histoire. Enfin, on connaît, non. Moi, vous me l'avez soufflé en le lisant, je veux le dire ainsi, avec Eastwood notamment. Oui, alors ça c'est assez. Elle est à la fois ravissante, elle est à la fois Plus que ravissante, l'icône oui. d'À bout On est de d'accord. souffle, et par ailleurs elle est très intelligente. Et souvent on a dit elle est faux folle, c'est vrai qu'elle a une fin tragique, mais il faut voir les archives, des interviews de Jane Seberg pour mesurer à quel point elle est sans coudée au-dessus de beaucoup d'actrices d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle parle merveilleusement de ses films. Lui, évidemment, c'est un génie qui passe sa vie à mentir, donc au fond ça ne l'embête pas de mentir une nouvelle fois sur le registre d'état civil. Et c'est vrai que j'étais très émue quand j'ai vu ce registre où il dit Romain Gary avec le secrétaire de mairie, il s'appelle François, qui n'arrive pas à lire les noms de Vilnius, de ces noms russes, ces noms américains, parce que c'est tellement cosmopolite. Et elle a eu de fait des tas d'aventures, et notamment elle a une aventure avec Clint Eastwood qui en est fou, qui est fou d'elle, et ça provoque leur rupture 10 ans après ce mariage. Je trouve ça aussi assez beau de savoir qu'au fond on connaît la fin de l'histoire, ils se suicident tous les deux. Et il y a un côté tragique, au fond, dans ce mariage qui colle bien à cette île tragique qu'on connaît. Des deux personnages, lequel est le plus séduisant pour vous, intellectuellement d'ailleurs? Tout le monde aime Romain Gary. Voilà. Et moi, c'est vrai que je me suis attachée à Jane Seberg. J'ai voulu essayer de me mettre dans sa tête. J'ai essayé d'imaginer ce qu'il y avait derrière ce petit air triste qu'elle a sur la seule photo qu'on possède de ce mariage. Et au fond, elle est triste parce qu'elle aurait aimé se marier avant, parce qu'elle est toute seule. Elle est avec des quinquagénaires, elle a 20 ans, elle n'a pas de copine, elle a son fils qui est né, personne ne le sait, ni même ses parents, n'est pas là. Et on voit qu'on lui a dit on va pas se marier en Corse. Elle ne sait pas très bien où elle va. Elle a mis des petites chaussures plates. Elle pense qu'on va dans le maquis. Peut-être qu'elle pense à l'imagerie des bandits d'honneur de l'époque. Elle ne sait pas du tout où elle est et elle est perdue. D'ailleurs, ça contraste également avec même son personnage, ses personnages au cinéma. Hein. Elle a un côté fragile qui est incroyable. Godard l'a sublimé d'ailleurs, ce côté Bien fragile. sûr. Et enfantin. Et très enfantin d'ailleurs. Ça, dans la vie avec Romain Gary, dans sa relation, elle était également ainsi. Jane Seberg. Je pense qu'en fait, elle était fragile, mais lui aussi. Et ça, on n'a pas mesuré à quel point Romain Gary l'était. D'ailleurs, son suicide le prouve. Et au fond, il s'épaulait. C'est une histoire d'amour qui est... Aucune histoire d'amour ne ressemble à une autre. Et elle garde toujours sa part de mystère, et ce mariage garde sa part de mystère, malgré tout. Mais je pense qu'ils s'épaulaient l'un l'autre, et ils étaient comme deux infirmes de la vie qui avaient besoin de l'épaule de l'un et l'autre pour poursuivre leur route. Et pour comprendre la fragilité également de ce couple, voilà, Ariane Chemin, Mariage en douce, ce livre-là est essentiel pour comprendre ce couple. Il y a ces 3 lignes, Ariane Chemin, je ne vais pas vous demander de les lire. Parce que vous n'avez pas vos lunettes, je crois, donc je vais les lire. Non, mais surtout si c'est en Corse, parce que j'ai essayé d'écrire en Corse aussi. Oui, on a vu, on a apprécié, pour être honnête. Vous écrivez ceci. Selon Romain, Jean ne pouvait rien sans lui. Je veux qu'après ma mort, quelqu'un se souvienne de moi avec gratitude ou peut-être même avec un soupir. 3 mots. Soupir, gratitude, se souvenir. Oui, au moins... Au fond, ce mariage qui n'était pas passé inaperçu, au fond, il y a des choses qu'il faut savoir parfois déterrer. Peut-être que j'ai sublimé leur amour, peut-être qu'il était moins grand que je ne le dis, mais c'est pas grave, j'ai voulu le sublimer sur cette terre de Corse. La vie romancée, parfois bien plus intéressante que la vie réelle. J'ai essayé de m'appuyer vraiment sur le récit de Dominique Colonna Césari, parce qu'il a une mémoire incroyable, et dans les interstices de ses oublis, j'ai essayé de faire comme si j'étais l'un ou l'autre. En tant que journaliste, c'est aussi important pour vous, presque votre champ d'investigation, d'aller regarder ce qui se trame derrière, dans les coulisses, la petite histoire, pour en faire la grande également. J'ai adoré faire ce livre parce que, au fond, c'était comme une enquête. Il fallait que je trouve. Il y avait eu des tas de mensonges dans les biographies. Tout était faux dans la biographie de l'un et l'autre. Le petit paragraphe qui résumait leur mariage, tout était faux, de l'hôtel où ils auraient passé leur nuit de noces au bateau avec lequel ils seraient arrivés. Alors ça, j'ai aimé ça. Et puis, ça m'a permis de parler de la Corse autrement, c'est-à-dire autrement qu'en racontant du fait divers, de la politique, etc. J'ai aimé pouvoir écrire ces petits détails que j'observe comme journaliste. Je ne suis pas corse.
Corse, mais ces petits détails, le maire qui est si content de montrer que son village est le plus beau de l'île, ou ce muret sur lequel se jouent tant de choses, des débuts d'amitié, d'amour, ça m'a plu. Si on compare par rapport à un ouvrage précédent, par exemple, sur une autre figure particulière de la Ve République, Patrick Buisson, là, vous, encore une fois, votre plume sert également à découvrir des histoires que l'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas. Ça participe du même cheminement journalistique d'auteur intellectuel, Ariane Chemin? Parce que d'habitude, je fais des livres qui sont des enquêtes journalistiques. Là, je me suis laissé la liberté de l'écriture, je pense, et puis d'une légère imagination quand c'était nécessaire. C'est un récit vrai, c'est pas un roman, c'est un récit vrai. J'ai pas assez d'imagination pour être écrivain, écrire des romans, mais j'ai essayé d'y mettre le plus de qualité d'écriture que je pouvais, et puis le plus de moi aussi. Je pense qu'entre les lignes, il y a de moi, mais ça, personne ne peut le voir. Mais vous serez en signature demain à Ajaccio, à la librairie des Palmiers, à partir de 17h et jusqu'à 19h. Ariane Chemin, Mariage en douce, Gary et Seberg aux éditions Équateur. C'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été la première invitée de cette émission. Je suis très flattée. On vous dira si ça nous a porté chance. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Ariane et à très vite peut-être. Vérifier l'actu sur les réseaux sociaux. La vérification par les faits, c'est avec Inès Morat. Pour sa séquence, Inès décrypte. Salut Inès. Décrypter l'actu sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu vas faire pratiquement tous les soirs avec nous. Oui, pratiquement tous les soirs. Et ce soir, justement, tu t'es intéressée à la rumeur lorsqu'elle se propage sur Twitter dans les minutes qui suivent un attentat terroriste, voire même une attaque criminelle. Et avant tout, pourquoi balancer sur les réseaux sociaux de fausses informations, Inès? En fait, Philippe, ça peut s'apparenter à un mouvement de foule virtuel. On a d'un côté ceux qui veulent aider, détenteurs d'une info qui n'aurait pas encore filtré. Il s'agit là de prévenir sa famille, ses amis. On pense bien faire, alors qu'en réalité, ce renseignement erroné part top chrono pour un tour du monde via le réseau. Puis, il y a les partages par milliers pour s'enquérir de la vérité. On a aussi ceux qui préfèrent se fier à leur fil et faire fi des médias traditionnels jugés à la botte 2 ou bien à la traîne. Oui, à la botte 2 ou à la traîne, voilà pour ceux qui réagissent sur le vif, immédiatement. L'immédiateté de l'information, c'est aussi cela. Mais très honnêtement, Inès, la rumeur n'est pas toujours exempte d'arrière-pensée. C'est ça. Du coup, certains n'hésitent pas à écumer les hashtags en vogue pour se faire mousser. Ces faussaires de l'info font circuler, sous couvert de scoop bien sûr, des photos chocs qui sont en fait sorties de leur contexte, puisque le but, c'est avant tout de récolter des RT. Oui, de récolter des retweets, hein, c'est ça, quand une information est retweetée plusieurs fois. Par contre, soyons honnêtes, face à de tels comportements, d'autres ont adopté une attitude beaucoup plus responsable. Oui. Alors, comme une grande partie des internautes l'a rappelé, après Nice notamment, il ne faut pas relayer d'images si parlantes, si saisissantes soient-elles. Les sources les plus fiables restent encore les autorités. Enfin, même lorsqu'un média diffuse une info, il est préférable d'attendre qu'elle soit confirmée par d'autres. Et comment éviter, justement, très honnêtement, de propager une rumeur? Il faut vérifier l'information, il faut vraiment se fier aux autorités, aux journalistes, à nous-mêmes qui diffusons l'information, Inès? C'est ça, c'est ce qu'on peut faire. Mais on a aussi une autre pirouette pour ne pas entrer dans la danse. On peut essayer de prendre le contre-pied de l'actualité à pas de velours. À pas de velours, c'est ce que tu as fait, hein, prendre le pied de l'actualité à pas de velours. Tu vas nous parler de ces chats, de ces fameux chats qui puent. Je me doutais que ça t'avait pas échappé, bien sûr que non. En fait, c'était un moyen d'aider la police qui demandait de ne pas partager de photos de ses actions en cours. L'idée, c'était donc de noyer les images proscrites sous un flot de félins. C'est plutôt une méthode douce. Oui, on peut le dire. Sympa. Mais si l'humour reste un rempart, il faut surtout apprendre à se mettre des barrières. Bref, à l'ère du tout allure, il faut prendre le temps et à l'époque du digital, des gants. Merci beaucoup Inès, Twitter et la rumeur. Tu viendras régulièrement pendant le 20h pour faire du fact-checking, c'est ainsi que l'on appelle ce que tu fais, la vérification. Pompeusement, mais c'est ça. Oui, exactement, pompeusement, la vérification par les faits, notamment sur les réseaux sociaux. Merci et à très vite, ma chère Inès. Comme tous les soirs, vous allez découvrir des débats, des personnalités vont confronter leurs opinions sur des sujets tranchés. Et ce soir, pour cette première, une question, l'indépendance de la Corse est-elle inévitable? Accueillons Paul Tourk-Dourian et Daniela Arnaud.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir Philippe. Installez-vous, je vous en prie. Alors oui, on va vous voir régulièrement. Tous les deux, vous êtes d'accord sur rien, je crois. Absolument. Mais vous respectez, chacun respecte l'opinion de l'autre. Je l'ai dit. Alors, Paul Tourkidourian, historien. Daniel Arnaud, philosophe. L'indépendance de la Corse est-elle envisageable, inévitable? Les nationalistes sont à la tête de l'Assemblée de Corse. Je vais commencer avec vous, Paul. Vous pensez que c'est souhaitable, inévitable, envisageable? Les trois à la fois. Voilà, c'est plié, on peut s'en aller. Non, je pense qu'effectivement, il y a une revendication populaire assez forte qui a porté effectivement les partis nationalistes, dans le cadre de leur alliance, certaines forces progressistes, aux responsabilités. Et que donc, effectivement, il y a un mouvement, je dirais, quasi historique, qui se met en branle, alors peut-être un petit peu de retard par rapport à d'autres États, à d'autres nations sans État en Europe, mais qui en tout cas est bien en branle et qui donc va certainement effectivement déboucher sur une indépendance sur le long terme. Une indépendance sur de long terme, Daniel, je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment d'accord avec Paul. Hein. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec Paul. Effectivement, c'est peut-être pas étonnant. Déjà, je pense que le fait que les nationalistes soient aux responsabilités depuis un an à peu près, ce n'est pas vraiment un argument en fait, parce que tout est dans les mots. Ce sont les nationalistes, pas forcément les indépendantistes. On a eu une alliance autonomiste indépendantiste, et en réalité, il faut rappeler les chiffres quand même de l'élection. Corsica Libérale, le seul parti vraiment indépendantiste en Corse, ne fait pas plus de 7-8% au maximum. Mais le président de l'Assemblée de Corse est Jean-Guy Talamone est à la tête. Un président avec 7% et quelques. Ce qui est beaucoup plus que la plupart des hommes politiques français, en tout cas en popularité. Non, c'est intéressant de le soulever. C'est une alliance autonomiste, indépendantiste, et effectivement, je pense qu'il y a plusieurs phases vers l'indépendance qu'il ne faut pas évidemment envisager l'indépendance telle qu'elle. Il y a tout un appareillage politique à mettre en place, qui passe bien évidemment par l'autonomie, une autonomie ensuite renforcée, et éventuellement une indépendance dans le cas où la Corse arrive à développer ses propres outils économiques, sociaux, politiques, juridiques. Mais quand vous dites, Paul, une autonomie plus renforcée, beaucoup plus que le statut actuel, c'est ça, hein, oui, qui est à peine un statut de décentralisation. Non, il faut évidemment que l'Assemblée de Corse obtienne des capacités de pouvoir se financer, notamment en récupérant tout ce qui est compétences fiscales, et puis au fur et à mesure aussi acquérir des compétences régaliennes et en finir avec ce mariage arrangé avec la France qui dure déjà depuis 250 ans. C'est un mariage arrangé pour vous ? Alors, clairement, il y a des faits historiques. Voilà. Il y a eu quand même une agression. Vous allez finir par donner raison. Il y a eu une agression militaire. Moi, en tant qu'historien également, philosophe et historien, je n'hésite pas à le dire. Pontenove, 1769, c'est l'histoire. Ce sont les faits. Mais bon, ça c'est le cas de la plupart des régions en France. Ouais. Vous prenez des régions dont on parle moins, qui n'ont pas forcément d'identité très forte, comme la Franche-Comté ou l'Alsace. Enfin, l'Alsace, il y a quand même la langue, etc. Ouais, mais plutôt la Franche-Comté, où on parle français. Ce sont des conquêtes de Louis XIV, du XVIIe siècle. Donc, ce sont aussi des régions qui auraient des raisons historiques de dire mais nous voulons aussi constituer un État. C'est effectivement déjà plus ancien. C'est aussi une question géopolitique, puisqu'elles sont rattachées matériellement, je dirais, à l'Île-de-France, qui en fait est la France, et qui s'est construite, si je vais faire un peu une paraphrase de Michel Rocard, sur la destruction d'au moins 5 identités nationales, notamment les Vendéens, les Corses, etc., sans faire le tour d'horizon complet. Non, je crois que la Corse, effectivement, on en vient à citer Pontenot régulièrement comme paroxysme, je dirais comme point de départ aussi des revendications nationales et de la chute de la nation corse dans le sang du fleuve qui coule sous le pont, mais l'histoire de la Corse pendant 250 ans, elle a été marquée par je dirais, les coups durs que lui a assénés la France, notamment sur les lois douanières, sur la reconnaissance de la langue et de l'identité, sur le côté indivisible de la République qui en fait n'existe pas, puisque certaines parties de la France elle-même jouissent encore de statuts particuliers comme le Concordat, ou l'Alsace, exactement, pour reprendre ton argument. Donc je crois qu'effectivement, là, il est temps que encore une fois, ce mariage forcé s'arrête, puisqu'il arrange toutes les parties sauf la mariée, c'est-à-dire la Corse. Le mot nation est important. Je vais donner ces quelques mots d'introduction. En mars 1914, c'est ça, mars 1914, la CISPRA, la Corse n'est pas un département français. La Corse n'est pas un département français, c'est une nation qui a été conquise et qui renaîtra. Est-ce qu'elle va renaître? Elle n'est pas un département français.
Alors, Daniel. bon, là, je rebondis et j'en reviens à ce qui vient d'être dit par Paul par rapport aux arguments historiques et qui tournent autour de la nation. Je prolonge un petit peu la question de la construction de la République. La République est indivisible. Ce que dit Paul n'est pas faux, mais encore une fois, c'est le cas de toutes les régions. Donc on ne peut pas se référer au fait qu'il y a eu un processus expansionniste pour construire la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour revendiquer forcément des autonomies ou en tout cas des indépendances radicales. Donc, non, je crois que ça marche. Ton argument serait valable dans le cas où la France, entre guillemets, on pourrait imaginer, dans le meilleur des mondes, dans l'utopie, que la France donnerait accès à certaines revendications, notamment justement sur, par exemple, les statuts de résident, sur la reconnaissance de la langue, la co-officialité ou l'officialité éventuellement, mais c'est le cas de rien du tout. Donc on a vraiment l'impression que d'un côté il y a une émergence, une envie d'émancipation et de libération, et de l'autre côté il y a la matraque et le bâton. Et donc de fait... Logique victimaire. Non, parce que justement, on le voit, on est passé du stade de la victime à celui de l'acteur politique, puisque nous sommes portés aux responsabilités, avec autant de pourcents qu'il te siera de le dire, mais en tout cas, nous sommes portés aux responsabilités. Et de fait, c'est à nous de développer les outils qui vont nous permettre de franchir toutes ces étapes vers l'émancipation totale. Bon, encore une fois, en ayant une forme de discussion d'abord préalable, on le voit avec le gouvernement, même si on se prend nom sur nom dans la figure, et puis peut-être vers le développement en interne de nos propres outils. Daniel, quand vous dites logique victimaire, quand vous dites cela à Paul, vous l'évoquez un petit peu d'ailleurs dans votre ouvrage « La République a-t-elle encore un sens » aux éditions L'Harmattan, publié il y a quelque temps. Vous pensez que la République elle a vraiment encore un sens en Corse ? La République, de toute façon, la France n'a pas le monopole de la République. La Corse de Pascal Paoli pouvait être considérée comme une république. Avec l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, on peut considérer qu'on a une république à l'échelle européenne. Donc, méfions-nous des mots. Cependant, par rapport à ce que disait Paul, quand je parle de logique victimaire, c'est cette relecture de l'histoire. C'est vrai qu'il y a eu des inégalités depuis le rattachement, l'annexion de la Corse à la France. Il y a eu des inégalités qu'on ne peut pas nier au cours de ces plus de 2 siècles d'histoire. Mais je ne pense pas qu'on peut en rester là. Aujourd'hui, présenter la Corse comme une éternelle victime, ça ne me semble pas pertinent. Quand on est citoyen français, y compris en Corse, on a les mêmes droits que les autres citoyens français. Si on passe un concours de la fonction publique, on a les mêmes droits que les autres. Sauf que, bien évidemment, on peut citer aussi le cas des prisonniers politiques qui ne jouissent pas du droit au rapprochement avec leur famille. On voit qu'en tout cas en Corse, notamment sur la présomption d'innocence dans le cas d'Yvan Colonne et du président Sarkozy à l'époque, là aussi les valeurs les plus fondamentales de la République sont bafouées. Donc on a l'impression que la Corse, elle est maintenue entre guillemets dans le giron immédiat de la France, de manière un peu forcée, et je dirais un peu par le cou, en la tenant en laisse. Justement, on parle de rattachement à la France, que la nation corse, bon, mais c'est un truc archaïque qui se passait au XVIIIe siècle. Sauf que maintenant, on le voit encore une fois, il y a encore et toujours cette volonté d'émancipation qui n'est plus victimaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de victime, nous sommes dans une logique d'affirmation de la nation. Et le problème, c'est que pour affirmer quelque chose, quand on parle à quelqu'un, notamment à l'État français, il faut être deux et se mettre d'accord. Et là, pour l'instant, nous sommes déjà d'accord avec nous-mêmes, ce qui est déjà pas mal. Donc, vous évoquez, on peut évoquer également l'Europe, parce que finalement, c'est peut-être un des enjeux également, qu'on en soit d'accord ou pas, pour l'indépendance, et qu'on se considère qu'il n'y aura pas d'indépendance, ou qu'on considère qu'il y en aura une très prochainement. Mais l'Europe doit jouer un rôle essentiel. Pourtant, l'Europe est terriblement décriée actuellement. Vous y croyez toujours, vous, sur ce lien entre la Corse et l'Europe ? Moi, j'aimerais y croire, en tout cas. J'aimerais y croire. On va tomber d'accord peut-être. J'aimerais y croire. C'est presque terminé, donc vous êtes tombé d'accord sur l'Europe. J'aimerais croire encore à l'Europe, parce que l'Europe, c'est pas seulement les questions économiques, c'est quand même un idéal, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Mais justement, je pense que ce que certains nationalistes ne veulent pas comprendre, c'est que certaines de leurs revendications ne sont pas seulement contraires, comme la co-officialité de la langue corse, avec la Constitution de la Ve République, mais par exemple avec la Convention européenne des droits de l'homme qui condamne les discriminations. Et c'est un de vos grands... et l'identité, définie sur une base ethnique. Vous avez 40 secondes, tous les deux, pour convaincre le téléspectateur avec vos arguments. On va commencer avec vous, Paul. L'indépendance de la Corse est-elle inévitable ? Et là, il va y avoir un petit chrono qui va tourner. 40 secondes. C'est impossible. Donc oui, l'indépendance de la Corse, elle est inévitable. Il faut d'abord qu'elle gagne les consciences, c'est-à-dire qu'on prenne conscience qu'elle est à portée de main, qu'on la construise et qu'on fabrique enfin notre propre utopie loin de la France qui, on le voit, est en déréliction totale, tant au niveau politique, économique, social, politique extérieure, étrangère ou intérieure. Et il faut qu'enfin on prenne notre chemin. Je pense que malgré notre faible population, on peut très bien accéder à un statut d'État-nation à notre niveau.
avec notre place en Europe, un peu comme Malte, sans aller chercher jusqu'à l'Écosse et la Catalogne, mais comme Malte, en tout cas, qui reste un exemple assez probant pour moi. Donc je pense que oui, on va y arriver, que les gens seront assez d'accord avec moi. Désolé, Daniel. Bing, 0, Autant pour moi. 1-0, parfait Paul, 40 secondes. Pile poil. Daniel, la même question. Donc 40 secondes, c'est pas beaucoup, Philippe. Oui, mais c'est On comme va ça. essayer de- Vous avez eu 12 minutes pour Bon, on débattre. va essayer de faire court, T'as déjà mangé trop. par exemple. Ouais, ça tourne. Ah, ça tourne, bon, allez, pas de problème. Juste en quelques mots, je dirais que j'entends tous les arguments en faveur de l'indépendance, par exemple l'exemple de Malte, etc. Mais pour ma part, je reste attaché à un idéal dans lequel on pourrait être corse, citoyen français, citoyen européen, sans que ces différentes identités s'excluent les unes des autres. Bon, on l'aura compris, vous n'étiez pas d'accord au départ. Et il y a des points de raccordement. Merci en tout cas, merci d'avoir débattu sur cette Merci, question. Philippe. À très vite à tous les deux. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le premier numéro de Pendant le 20h. Je vous dis à demain, même mieux, même heure, sur France 3 Corse via Stella, évidemment.